Good morning, good afternoon, everyone. My name is Stephanie, and I'm Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je serai votre modératrice pour la session d'aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui viennent juste de nous rejoindre pour cette présentation sur le futur de l'établissement qui n'est pas seulement numérique, il est également collaboratif et simple. Souvenez-vous, avant que nous commencions, que la session durera à peu près 1 heure. Elle pourra éventuellement durer plus longtemps si nous avons certaines questions, mais sachez qu'en raison du temps qui nous est imparti, nous ne pourrons pas forcément répondre à toutes les questions. Toutefois, nous tenterons, dans la mesure du possible, d'y répondre. Si vous avez des questions, cliquez sur slido.com. C'est un lien qui se trouve sous la description de la session et vous pouvez saisir vos questions ici. Les personnes peuvent voter pour une question qui a déjà été posée et ainsi, cette question arrivera en haut de la liste et nous commencerons par ces questions. Donc, n'hésitez pas à rédiger vos questions à tout moment pendant la présentation, mais n'oubliez pas qu'elles seront répondues à la fin de la présentation de notre intervenant aujourd'hui. Vous pouvez également partager vos points de vue avec les autres participants. Malheureusement, nous ne pourrons pas suivre les questions qui pourront être éventuellement posées dans la messagerie de Zoom, donc n'hésitez pas à l'utiliser, mais si vous voulez avoir une réponse à votre question, utilisez slido.com. Je vais maintenant présenter notre intervenant du jour qui va parler du parcours numérique pour les nouveaux arrivants au Canada. Et notre intervenant est Marco Campana. Marco a occupé de très nombreux rôles en termes de communication dans le secteur numérique. Il a créé et managé et géré différentes plateformes de communication et il travaille également au sein du groupe de travail relatif aux technologies en tant que président de ce groupe, dans le secteur de l'établissement également, et il se consacre surtout à la transformation numérique au sein de l'immigration, des changements sociaux, entre autres à Toronto. Donc, veuillez souhaiter la bienvenue à Marco Campana. Merci Stéphanie et merci de votre invitation. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ne va pas forcément vous sembler possible, sachez-le, mais nous avons déjà réalisé énormément de choses l'année passée et nous devons continuer à rêver et à vouloir changer le futur pour penser au futur de nos services et du parcours pour nos utilisateurs. Donc, voici l'ordre du jour que je vais suivre aujourd'hui. Je vais parler de l'innovation, de la collaboration en général, puis de la collaboration d'un point de vue du client, la collaboration pour des points de vue de technologie, contenu, marketing et marketing. Pour chacune de ces questions, la structure sera la même. Je vais commencer par poser la question « Que se passe-t-il en termes de collaboration, etc. » Et alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie en termes d'innovation? Et ensuite, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que l'on a? Pour commencer par l'innovation, je ne suis pas un expert en cette question, mais j'aimerais tout de même m'étendre quelques instants, car c'est véritablement sur cette question que je me concentre tout particulièrement. Très souvent, l'innovation est perçue comme quelque chose de perturbatrice. Or, ce n'est pas ce que nous cherchons et c'est pourquoi j'aimerais vous lire une définition qui, pour moi, me semble utile. La perturbation est une innovation inévitable et nous en avons besoin pour changer le marché et l'utilisation des consommateurs. Une fois que l'innovation est devenue générale, eh bien, le marché tend à les ignorer et ignorer leurs résultats. Il est important pour nous d'inclure cette innovation disruptive
de manière construite. Donc, parlons plus de voies organiques afin d'inclure ces innovations de manière réalistique sans qu'elles soient tellement perturbatrices que le marché, les entreprises ou les acteurs ne souhaitent pas les utiliser. Donc, il faut qu'elles soient en ligne avec la société et cela ne veut pas dire que nous ne devons pas expérimenter. Cela veut dire que nous devons améliorer les systèmes plutôt que les transformer radicalement et nous devons apprendre et écouter nos utilisateurs, les aider, soutenir les systèmes existants. Peut-être que les systèmes ne fonctionnent pas bien, mais dans ce cas-là, résoudre ces problèmes est parfois mieux qu'une innovation complètement perturbatrice. Je pense que vous avez déjà vu ce type de schéma. Il est indispensable dans l'innovation toujours de prendre en compte nos clients et il faut également nous inclure. Nous devons devoir apprendre, nous former, évaluer, changer, poser des questions, continuer à apprendre. Donc, l'innovation communautaire est inclusive et collaborative et basée sur nos ressources. Elle inclut. Vous voyez que ce modèle de changement n'est qu'une partie du puzzle et c'est une nouvelle manière de penser qui engage les communautés, qui identifie et amplifie ce qui fonctionne et qui aide à créer de nouveaux projets. Vous avez besoin pour ceci de collaboration afin de créer quelque chose de complètement nouveau. C'est ce que nous faisons dans notre secteur. Nous trouvons plus également d'idées pour que cela fonctionne mieux. Je vais vous partager à présent une idée qui n'est pas complètement développée, mais c'est un futur possible pour les services d'avant l'arrivée. Et avant de parler de cette idée, je vais parler de processus, financement, etc. Tout va être mentionné. Qu'est-ce que nous envisageons par collaboration? Eh bien, dans le sondage, vous avez indiqué que vous vouliez des opportunités, les pratiques, une manière d'augmenter la collaboration avec d'autres organisations avant arrivée, dont les gouvernements, etc., etc. Donc, voici un portail des partenaires. Et ce n'est pas autant une question de technologie, vous voyez. C'est pour ça que je disais je dis souvent que la technologie n'est pas forcément une barrière. Ce portail permet d'avoir un endroit où tout le monde peut communiquer. Le développer prend du temps. Le portail n'est qu'un outil, toutefois. Ce dont nous avons besoin, ce sont des processus, du temps et des ressources de collaboration. Pour ce faire, nous avons besoin de nouveaux outils répondant à nos besoins. La collaboration au travers du design, de la conception. C'est ainsi que nous travaillons ensemble. Il faut penser en termes d'éducation et de transformation et formation des communautés. Donc, j'aimerais vous proposer une approche qui s'appelle, qui permet de créer à l'avance, tout d'abord reconnaître le cadre des problèmes et identifier les défis et les opportunités qui peuvent apparaître. Cette approche permet d'évaluer le système actuel, comment il peut évoluer, vers quoi il peut évoluer. Ce sont autant de stratégies pour notre futur et la construction de notre futur. C'est un outil qu'utilisent les gouvernements fédéraux également. La première étape préliminaire, comme vous pouvez le voir, est d'identifier le problème et donc par là les points qui peuvent perturber le système. Puis, nous passons à la première étape, à savoir identifier les préacquis actuels, puis nous
nous identifions dans la deuxième étape les signaux de faiblesse afin de pouvoir les lister et apprendre également de notre secteur. Dans la troisième étape, nous réalisons une cartographie du système. Chacun réalise son modèle mental du secteur et nous pouvons ainsi avoir, grâce aux participants, des changements possibles. Puis nous sélectionnons les vecteurs de changement afin d'envisager le modèle et notamment en contactant nos fournisseurs de services. Cela nous permet d'avoir plus d'informations sur comment le système peut évoluer. Au cinquième étape, nous développons des scénarios possibles. Pour chaque scénario, nous avons des caractéristiques stratégiques qui nous permettent de voir à quoi le système pourrait ressembler. Puis nous testons ces idées, nous identifions les défis et les opportunités pour lesquelles les institutions ne sont pas forcément déjà prêtes. Donc, après avoir testé chaque scénario, nous pouvons commencer à choisir celui qui va fonctionner le mieux. Donc, vous voyez ici que nous pouvons travailler en tant qu'équipe pour imaginer un meilleur futur, un futur avec suffisamment de détails pour créer la conversation, mais pas suffisamment pour ne pas créer une idée de boule de cristal impossible à définir. Donc, j'aimerais maintenant vous proposer plusieurs scénarios. Si nous regardons donc grâce à cet outil Foresight, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que nous avons contacté les standards des différents, respecté les standards des différents gouvernements et nous nous sommes assurés de pouvoir améliorer, d'être transparents, de donner plus d'autonomie aux employés. Nous travaillons avec des standards de confidentialité en ligne avec la vision de l'IRCC. Nous répondons aux besoins, nous sommes focalisés sur les clients. Si vous avez si vous avez participé à une application de financement, vous avez dû voir toutes ces approches déjà. Nous cherchons la décision collaborative, l'innovation et et les résultats également. Et donc, vous voyez une approche transsectorielle. Et je souhaiterais maintenant partager avec vous quelque chose qui m'inspire tout particulièrement. En termes d'approche gouvernementale, je veux être réaliste toujours et en ligne avec les approches gouvernementales, pratiques et pas seulement pousser, proposer des projets à venir, parfois irréalisables. C'est pourquoi nous nous concentrons sur ce qui fonctionne pour nous. C'est ainsi que nous envisageons les projets. Il faut que ce soit véritablement porté sur et placer le client au centre de l'expérience. Après avoir réalisé cette analyse, il y a certaines inconsistances qui ont été détectées. Par exemple, nous n'avons pas de ressources partagées sur le parcours du client et la capacité dans ce secteur est fragmentée, n'est pas systématique. Donc, en ce qui concerne le parcours de l'utilisateur, elle est complexe et les utilisateurs ne savent pas forcément ce qu'ils ne savent pas et nous sommes tous au courant de ceci. C'est pourquoi les services avant l'arrivée existent, n'est-ce pas? Car très souvent, mais malheureusement, très souvent, les utilisateurs n'en tirent pas parti. Nous savons que c'est un défi pour le pré-arrivé et pour les services au Canada. Si nous ne contactons pas les utilisateurs dès le début, il y aura des pertes d'opportunités, de la frustration, du manque d'information. Donc maintenant, que devrions-nous faire?
Eh bien, ce dont nous avons besoin, tout d'abord, c'est de placer nos clients tout au centre et ce, à tous les différents niveaux, ainsi que même le niveau du système. Donc vous voyez que nous sommes en train de concevoir une nouvelle expérience. Nous incorporons les retours des utilisateurs. Et cette conception met le client au milieu. C'est leur expérience qui est importante. Nous, les technologies que nous utilisons, comment nous concevons nos services, tout est autour de cela. Et on a par exemple un processus de labo axé sur le client. On développe les choses avec les nouveaux arrivants dès le début pour nous assurer que tout soit axé sur eux. Innovation, collaboration, mettre le client au centre, c'est ce qui va être le sujet du reste de ma présentation maintenant. On va parler de technologie, de contenu et de marketing. Quand il s'agit de technologie, tout le monde est en train de faire ses réceptions et on a de la technologie partout. Voici quelques exemples. On voit des outils pour tracer les clients, on a des clavardages en ligne qui commencent à être communs dans notre secteur et des applis de téléphones intelligents qui peuvent être du secteur organisationnels, régionaux. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Que l'innovation autour de la technologie est fragmentée. On ne sait parfois pas à quoi travaillent nos collègues, mais le groupe de travail de technologie parle avec les fournisseurs de services parce que vous étiez numérique avant que la pandémie ne commence et cependant, on voulait vous consulter par rapport aux services en ligne et vous nous avez indiqué qu'on ne vous a pas consulté, donc on a raté cette occasion. On a d'autres défis technologiques dans notre travail. On demande aux clients de l'information plusieurs fois, on dédouble l'information, on demande les mêmes données aux clients, ce qui les frustre. On a plus de 500 organismes locaux et beaucoup de fournisseurs de services au Canada ne savent pas ce que vous faites et comment ils peuvent travailler avec vous pour avoir une expérience sans couture pour les nouveaux arrivants. Donc, on a des défis. Alors, quoi faire maintenant? Tout le monde se concentre à ce qu'ils appellent l'expérience numérique du client. Pourquoi pas nous? Faudrait créer une expérience sans couture numérique pour les nouveaux arrivants. Quand c'est axé sur les clients et aussi parce que c'est une utilisation efficace des ressources. Utilisons l'idée qui s'appelle la plateforme de l'expérience numérique. Une seule réception ou un seul entrevue au début, pas de portail multiple de différentes agences, mais un espace partagé et les données des clients qui peuvent être partagées euh, avec d'autres fournisseurs de services. On partage des données, d'évaluation, on sait ce qu'est l'intention d'arrivée du client. Et par exemple, ils peuvent dire au début, je vais rester avec mes cousins. Bon, très bien, on met le code postal, on peut automatiser les choses dans le système. Le client indique à quel fournisseur de services envoyer l'information. On peut entrer dans établissement.org, par exemple, comme site où l'on a les données. Il ne faut pas maintenir la propre base de données. On peut mettre la quantité de données que l'on veut. Par exemple, avoir un portail seulement avec des agences d'établissement ou d'autres fournisseurs de services et les apporter au système. Et cela peut être un point unique d'inscription
et on partage l'information et les clients, avant l'arrivée, peuvent avoir un seul formulaire d'inscription pour tous les programmes. Ça doit être amicable au téléphone mobile et d'autres fournisseurs de services ou partenaires peuvent avoir facilement accès à l'information, quels, services est-ce que les clients utilisent déjà, par exemple, et réduire, le dédoublement, de questions et là, les systèmes de livraison de services peuvent être, plus coordonnés. Donc non seulement créer un portail, unique d'admission, mais l'élargir pour l'orientation aussi et cela veut dire qu'il faut regarder le contenu. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? En ce moment, tout le monde crée son propre contenu, des douzaines de données, votre première journée, comment obtenir votre carte santé. Donc, on a un dédoublement, une répétition, il y a beaucoup d'inconsistance, d'imprécision. Donc, que devrions-nous faire maintenant? Il y a un contexte qui s'appelle créer une fois et publier parfois, partout plutôt. Et donc, il s'agit de la technologie pour vous montrer ce qu'on crée de façon sous-jacente et voir comment partager l'information. En ce moment, chacun crée son propre contenu, mais quand on a un portail où tout est partagé, on peut élargir les choses et avoir un repositoire unique et tous les partenaires peuvent utiliser cet outil, par exemple, du contenu à canaux multiples. Ça rentre dans le dispositif et cela peut être exposé à travers le réseau de partenaires, à travers les médias sociaux, à travers les canaux. Ça vaut la peine d'avoir quelque chose de central et de consistant comme information, avoir quelque chose de précis que l'on peut mettre à jour et ceci exige une approche de technologie combinée et l'interopérabilité. Il faut des services sur le nuage, par exemple. Et l'utilisation de repositoires veut dire qu'on peut utiliser les technologies et les projets pour avoir accès à l'information de façon novatrice. Il existe des projets qui existent déjà, comme Peace Kit, par exemple, service pour immigrants de Calgary, qui ont leur contenu et d'autres choses qu'ils ont créées. On a par exemple une boîte à clavardage pour le sans-abrisme. On a un système linguistique pour cela et de différents partenaires. Donc peut-être on veut avoir des produits d'orientation pour l'arrivée au Canada plus disponibles. Et là, on peut développer des choses comme établissement.org et les agences financées doivent avoir un repositoire central comme la Fondation pour leurs produits d'orientation et d'information. Et on peut développer sur cette information le portail est la ligne de base et on va mettre à jour l'information pour la rendre pertinente à, disons, une ville en particulier. On veut personnaliser les choses pour les clients. On peut utiliser cela dans le site web, par exemple, et on veut que cela arrive aux clients d'une façon par où ils voudront avoir accès à l'information. Encore une fois, le client est au centre et n'importe l'outil qu'ils veulent utiliser pour avoir accès à l'information est là pour eux. Ce n'est pas bon d'avoir des douzaines d'articles de recherche d'emploi, par exemple. Ça doit se terminer. Et des webinaires qui répètent les choses. Il faut faire les choses faites à la mesure pour les fournisseurs de services et chacun peut suggérer ce qu'ils font, le mettre dans le système et utiliser le travail l'un de l'autre. On parle de collaborer et de compléter, et non pas d'être en compétition. Tout le monde gagne. Vous gagnez, vos pairs, vos partenaires gagnent et le nouveau arrivant, votre client, gagne aussi. Alors, vous êtes déjà investi dans beaucoup de cas, dans de différentes plateformes, mais cela veut dire de créer une plateforme de contenu
collaboratif et là, tout le monde peut développer à travers son organisme, utiliser la technologie sans couture, avoir du contenu pour tout le monde et on ne va rien perdre. On a l'intégration de la technologie et les systèmes peuvent être interopérables dans une plateforme de ce genre. Alors, on parle de collaborer pour développer une plateforme d'expérience numérique et que ça soit créé une fois et publié partout. Mais voilà où tout se regroupe et je pense que vous allez l'aimer. Une fois que la technologie pour l'admission et l'aiguillement soit compris, on doit penser à la commercialisation avec une plateforme numérique sans couture. En ce moment, ce qu'on sait, c'est que dans un sondage de 2018, à peu près 79% de non-clients n'étaient pas conscients des services avant l'arrivée et beaucoup auraient voulu le savoir. Donc, l'expérience du client est qu'ils ont appris des services avant l'arrivée trop tard. Je sais que vous le savez, mais je veux que vous sachiez que je le sais aussi. Donc, chaque programme a une stratégie de promotion dans les médias sociaux ou ailleurs. Vous avez des webinaires conjoints pour promouvoir les services et vous avez des réunions mensuelles et vous parlez de vos idées de promotion. Cela veut dire que la collaboration est bonne, mais on a de la fragmentation. Vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas avoir accès à des gens qui n'obtiennent pas vos services et vice-versa. Donc, pensons à une nouvelle approche. La commercialisation est difficile quand les clients sont un peu partout, quand ils sont à l'étranger, dans des pays multiples, chacun avec des nuances de marketing spéciales. Alors, par exemple, vous avez ici des pays que vous desservez. En Inde, voici les plateformes de médias sociaux les plus utilisées. Voilà comment ils découvrent de nouveaux produits à la télévision, par exemple, les sites web, et voici où ils font leurs recherches. C'est là où ils cherchent de l'information par rapport à de nouvelles marques. En Chine, c'est différent. Les médias sociaux, les plateformes sont complètement différentes. Comment découvre-t-il de nouvelles marques? Il y a des choses similaires, mais subitement, une personne qui raconte à l'autre, ça monte au haut. Et les canaux primaires, on a les sites web, les moteurs de recherche, etc. On peut parler des médias, de campagnes payées, des pubs à la télévision en Inde et tout cela, c'est intéressant comme information. Et oui, il faut travailler au message et une fois qu'on a un portail commun, le message sera très simple. Voici ce que les services avant l'arrivée peuvent faire pour vous avant que vous ne partiez de votre pays. On a des campagnes uniques que l'on peut créer pour chaque pays, pour chaque type de client, par exemple. Maintenant, votre public cible, vous savez comment les contacter. IRCC le sait au moins. Et vous avez les coordonnées pour 100%. À IRCC, on a les coordonnées. Donc, que faire avec? L'objectif est de contacter chaque nouveau arrivant avec exactement ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qui leur est important? Qui sont-ils? De quoi doivent-ils être conscients? Avec qui ils devraient se connecter? Et cela commence avec IRCC, une campagne, et non pas des campagnes d'agences individuelles. Il s'agit de quelque chose que l'IRCC doit mettre en œuvre, mais il faut le faire avec un modèle de prospective collaborative. On a une vision de contenu partagé, on veut un service numérique unique et on l'inclut dans les services avant l'arrivée, comment les inscrire dans un portail avant l'arrivée, IRCC est impliqué. S'ils veulent, ils ne doivent pas être inclus. Oui, on aura des avocats, peut-être qui ne vont pas transmettre leur information ou vont vendre leurs propres services avant l'arrivée. Mais vous ferez beaucoup mieux avec le public qui a été mentionné dans les sondages de 2018. Donc, voici une idée de laquelle IRCC est conscient. En 2018, IRCC a donné 3 idées au conseil d'établissement comme une partie d'un défi pour augmenter les services d'établissement parmi les nouveaux arrivants.
avait un public avant l'arrivée et on a eu comme résultat des idées par rapport à des techniques de persuasion, pris de la psychologie, etc., pour augmenter la possibilité d'adoption d'outils, par exemple, pour avoir davantage d'accès aux services d'établissement. On a 3 exemples, mais voilà un. Les points d'exclamation sont des points potentiels où la nouvelle information pourrait être utile. Alors, on identifie des points dans le trajet du client où l'information pourrait être utile. Après cela, on parle de l'aspect des choses si on les fait plus tôt. On utilise la technologie qui pousse les gens à avoir accès aux services. On s'auto-inscrit, par exemple. On a la pression sociale, c'est la psychologie comportementale. D'autres gens ont utilisé cette occasion exclusive, n'importe ce qui peut fonctionner pour les nouveaux arrivants. Et l'idée est qu'ils vont obtenir de l'information qui leur arrivera selon ces points de décision. L'information va couler vers eux lors des services avant l'arrivée, comprendre le langage, l'emploi, les services même, gérer des enjeux de surcharge d'informations et faire que ça ne soit pas quelque chose de surpassant, mais que cela leur arrive étant donné leur situation, leur point dans le processus d'immigration. Donc, on veut que l'information leur arrive à temps, que ça soit pertinent au niveau personnel et réduire les stigmates dans ce type de service qui existe dans quelques sites. Maintenant, voici une feuille de route. On peut l'appeler une feuille de route. Les gens peuvent obtenir de l'information 12 mois avant d'arriver, 6, 3 mois avant, 2 semaines auparavant et après est arrivé aussi. Et l'information est fournie selon le point, la période de temps et s'ils sont prêts ou pas. Et voici des modèles qui ont encore une distinction entre avant l'arrivée et au Canada. Je pense qu'il faudrait s'en débarrasser de cette division, c'est radical. Je veux parler de quelque chose de tout à fait nouveau. Parlons de l'expérience d'établissement sans couture. Regardons ce qui est le point de vue du nouveau arrivant, non pas les agences, mais c'est des services qui sont conçus pour donner de l'information et du soutien pertinent pour que les gens puissent prendre des décisions concernant leur nouvelle vie au Canada, y compris se préparer pour l'emploi avant l'arrivée. Alors, on a le contenu, le marketing, l'admission du client et on obtient l'information dont ils ont besoin quand ils veulent obtenir l'information. Rappelez-vous qu'on est axé sur le client. Chaque client veut savoir ce qui leur est important à eux-mêmes. Donc, ce qui est clé, c'est que on va être axé sur les clients et dans l'avenir proche, on n'aura pas cette différence entre avant l'arrivée et au Canada, point de vue service. On aura des services d'établissement et si on développe un portail en commun et tout le monde a accès à cela, alors on n'a plus de couture entre avant l'arrivée et au Canada. Tout est une partie du continuum du portail de services. C'est comme ça qu'on fournit des services aux nouveaux arrivants. Cela ne va peut-être pas se passer immédiatement, mais quand on regarde l'avenir, cette vision pourrait être possible. Et si cela vous intimide de trop, ne vous préoccupez pas. On l'a déjà fait dans d'autres secteurs pendant très longtemps. Je vais vous donner un exemple d'une expérience de la grossesse à quand votre enfant a 5 ans. Babycenter.com. Moi, je l'ai utilisé moi-même en 2007 quand mon premier enfant est né. L'idée est que vous obtenez des courriels hebdomadaires ou vous téléchargez l'appli maintenant, ce n'était pas disponible à l'époque, pour obtenir des mises à jour de Baby Center. Vous obtenez la date à laquelle l'accouchement est supposé de se passer. Vous recevrez des bulletins par rapport à des choses que vous devez comprendre sur votre grossesse. Quand le bébé est né, vous mettez à jour la date et vous commencez à obtenir des courriel hebdomadaire par rapport au développement de votre enfant de la part d'experts, d'autres parents.
Donc, voici un exemple d'un courriel qu'on a reçu quand mon fils avait 4 semaines d'être né. Ça ne remplace pas les sages-femmes ni les médecins, mais on a des connexions avec d'autres parents, on a des experts et ils nous ont donné ce dont on avait besoin parce qu'on ne le savait pas. Et c'est une expérience linéaire. Comme l'immigration et l'établissement, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer sur une certaine voie. Les nouveaux arrivants auront besoin d'informations spécifiques à un certain moment. On ne peut pas prévoir le trajet de tout le monde, mais on peut les aider à savoir ce qu'ils ne savent pas dans des situations en particulier. On veut une expérience numérique sans couture. Ce n'est pas un concept nouveau, mais il faut travailler ensemble pour cela. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au bout du fil, on revient à l'expérience du nouveau arrivant. Il ne s'agit pas seulement de la technologie. La technologie est plus possible maintenant qu'auparavant, mais il s'agit d'une plateforme avec tous les éléments ensemble dans une collaboration de systèmes entre l'avant-arrivée au Canada, les fournisseurs de services, les bailleurs de fonds, les acteurs provinciaux, etc. On collabore pour assurer d'être axé sur le client, c'est essentiel. On parle de collaborer autour de la technologie, le contenu et le marketing pour finalement créer une expérience numérique sans couture pour les nouveaux arrivants avec la vision de créer une plateforme numérique d'établissement avec l'admission, le contact avec d'autres services selon les données que nous avons. Le contenu peut être co-créé et peut être partagé avec les partenaires, les plateformes, les sites web, les médias sociaux, quoi que ce soit, et même à l'extérieur de la plateforme. Les nouveaux arrivants sont auto-inscrits, on leur envoie de l'information, on retire la ligne entre avant l'arrivée et au Canada. Il n'y a que des services d'établissement et donc c'est sans couture leur accès aux services. Ils ne doivent pas savoir si vous travaillez avec les services avant l'arrivée ou avec les services déjà au Canada. Et oui, la vision est en effet complexe et ce n'est qu'une vision, mais on peut travailler ensemble à créer une meilleure vision. Que devons-nous faire pour que cela ait lieu, en fait? J'aide cette citation de Broadbent qui parle des 3 I de l'intégration des immigrants. Intentionnalité, instrument et investissement. L'intentionnalité est l'intention de créer du succès dans l'établissement. Les instruments, créer des mécanismes efficaces pour que cela ait lieu. Dans ce cas-ci, la plateforme d'expérience numérique et les investissements incluent les économiques, le financement, mais aussi l'investissement d'énergie au sein du secteur, soit la collaboration. Je pense que ces 3 I s'appliquent aussi au travail que nous faisons. Nous voyons la capacité du secteur, c'est-à-dire comment créer un modèle de livraison de services avant l'arrivée. IRCC veut une vision future de livraison de services avec de la technologie et avant l'arrivée est une composante importante. On va aussi voir quels sont les instruments, les modèles, les approches pour donner de la vie à nos visions et on va recommander des façons pour que cela ait lieu, y compris l'investissement dans le secteur. Les 3 I sont essentiels pour notre succès et tout cela doit être novateur et avec de la technologie. C'est utile de savoir que le gouvernement fédéral pense déjà à cela et d'autres niveaux du gouvernement aussi. On est peut-être un peu en arrière avec la technologie, mais on est déjà là-dessus. Alors, voici les priorités numériques du gouvernement. C'est sur le site du gouvernement du Canada et cela doit être observé par notre secteur aussi. On a des technologies actuelles et modernes, l'intelligence artificielle, permettre l'interopérabilité, les logiciels à source ouverte, les services sur le nuage, la gestion d'informations. Et si vous êtes déjà dans l'espace numérique et collaboratif, l'interopérabilité veut dire que vous ne laissez pas ce que vous avez déjà fait, mais vous l'incorporez dans la plateforme. Donc, il faut être axé sur les clients, créer des expériences excellentes, non seulement côté état d'esprit, mais utilisant la technologie. Et tout le secteur est devenu numérique il y a 1 an, mais vous l'étiez
beaucoup avant cela. Nous pouvons être à la tête de notre secteur, on peut être à la tête de cette conversation et créer quelque chose de nouveau, IRCC, avec les partenaires provinciaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ceci vous a été utile. Moi, j'ai quelques questions à vous poser, mais je suis très intéressée aux questions ou commentaires que vous pourriez avoir. Donc, comme une partie de la discussion, de quoi avons-nous besoin en tant que secteur pour créer modèle de livraison de services d'établissement numérique réussi et équitable? Et qu'est-ce que nous devons mettre en place pour que ceci soit un futur préféré et positif et non pas un futur stressant? Merci Marco pour votre belle présentation, très pertinent pour cette ère numérique et nous voulons cette collaboration. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la transition sans couture et comme personnel de première ligne, j'imagine déjà qui pourrait être faite et merci pour l'analogie avec les bébés aussi. Je vais partager mon écran maintenant et on va commencer avec la foire aux questions. Je veux vous rappeler des choses avant de le faire. Vous pouvez aller à slido.com, entrer le code 5488 et commencer à mettre votre question là. Peut-être on n'aurait pas l'occasion de passer par toutes vos questions, mais on fera un suivi et vous votez sur ce que vous voulez. Alors, ne nous retardons pas. Première question ici. Donc, Teresa a dit, c'est super de voir la vision que nous partageons tellement d'entre nous. Et elle se demande, combien de temps pensez-vous que ça prendrait de développer ce portail et commencer à l'utiliser? Technologiquement, pas trop longtemps, parce que la technologie existe. C'est le processus, la notion de la prospective, de se regrouper comme secteur avec notre bailleur de fonds et sécuriser l'investissement. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes. La partie supérieure de l'iceberg, la technologie est facile. Il y a beaucoup de modèles qui existent et quelques-uns dans le secteur l'utilisaient déjà, mais c'est ce qui se passe de façon sous-jacente qui prendrait du temps. Donc, je pense que c'est un processus qui prendrait peut-être des années. Et ça ne doit pas prendre trop de temps. Le marketing d'IRCC à travers les différents canaux, ça peut commencer à couler plus tôt. Le système peut-être d'inscription n'existerait pas, mais quand on le décide, si vous regardez l'année dernière, on peut vraiment accélérer les processus de technologie collaborative quand nous devons le faire. Ça ne prendrait pas plus de quelques années, mais c'est un processus collaboratif qui commence avant l'arrivée, mais plutôt à travers le secteur qui prendrait un certain temps. Merci Marco. On a une très bonne question ici. On s'est concentré jusqu'à présent à augmenter l'atteinte des services avant l'arrivée et créer des efficacités. Alors, comment est-ce que l'innovation améliore la qualité de la livraison de services? Bon, l'innovation communautaire et d'autres idées que j'ai fournies, c'est axé sur les clients, non seulement côté efficacité, mais aussi les résultats, assurer que le client et les communautés que nous desservons soient le centre de tout ce que nous faisons et de vérifier constamment selon cela. L'innovation communautaire, vous avez vu les boucles, n'est-ce pas? Ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train de faire tout simplement pour épargner de l'argent. Comme l'idée du portail sans couture, ce n'est pas agnostique par rapport au financement. Donc, il faut aller au-delà de l'efficacité. Pardon, et voir comment être centré autour des gens que nous desservons à travers ce que nous faisons. Très bien, merci. Prochaine question. Un portail centralisé et une vision centrée sur les nouveaux arrivants, tels que ce que vous mentionnez, exige de mettre à jour fréquemment les choses dans un environnement qui change tout le temps. Comment l'aborder, ce problème? D'abord, il faut utiliser ce qui est déjà est en train d'être mis à jour. On a par exemple des applis où les gens mettent à jour leurs propres informations. On crée nos propres listes de services, par exemple. L'autre côté des choses est que tout le monde
est déjà en train de contribuer à mettre à jour l'information, mais c'est fait de façon fragmentée. Donc, si on centralise les choses et on demande aux experts d'être à la tête, mais tout le monde va contribuer, là, ça devient un processus collaboratif. Euh, on a besoin que les gens veuillent avoir le temps pour le faire parce que ceux qui livrent les services sont des experts de contenu. Donc, avoir accès à ce contenu partagé et dire, ah, je vais mettre quelque chose à jour, c'est comme le PDF du secteur. Tout le monde peut le rédiger, mais il y a des gens qui sont là pour vérifier les faits, pour assurer la qualité, etc. Donc, je pense qu'il s'agit d'un effort collaboratif qui reconnaît que nous sommes déjà tous en train de le faire. Nous essayons déjà de mettre à jour l'information. Et si on inclut des partenaires comme les régions, les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral, quand ils mettent à jour l'information, c'est mis à jour dans notre système pour que nous puissions modifier les choses, traduire les choses pour les clients si c'est nécessaire et réutiliser les choses dans ce contenu. Donc, c'est publié quelque part et quelque part, c'est en train d'être mis à jour et on a la notion d'être une partie de ce contenu et alors là, automatiquement, on met à jour l'information et on a des ressources humaines qui vérifient l'information. Donc, les humains ne sont pas retirés, mais ça apporte l'information des experts de contenu du moment où c'est mis à jour dans notre système. Pensez-y, par exemple, maintenant, pendant les vaccins. Mes parents ont déjà 80 ans, ils habitent dans la région de Waterloo, ils avaient quelques sites web pour s'inscrire pour des mises à jour, mais après, ils ont annoncé dans une page différente où les vaccins arrivaient. Donc, c'est un système brisé. Donc, je m'inscris à un seul site web qui a les vaccins pour les gens de plus de 80 ans, etc. Et les pages sont mises à jour de façon significative. Donc, on est déjà en train de le faire, mais il s'agit de voir comment collaborer pour être plus efficace. Super. Comment nous éloigner de nous concentrer au financement et passer à plutôt résoudre un problème? Il s'agit de collaborer à résoudre le problème, l'identifier et trouver des scénarios possibles pour résoudre le problème et le réparer. Être ouvert à des conversations. Comment? Je dis toujours par rapport à la technologie que la technologie va se révéler. Il faut une conversation sur la stratégie, les gens, les objectifs, avec qui on veut partager ce qu'on essaie d'atteindre. Et une fois qu'on a déjà compris le côté stratégique, la technologie se révèle. J'ai commencé avec une idée de technologie, mais je pense que l'idée ici est trouvée d'abord dans la prospective. Donc, dans la prospective, par exemple, une idée serait cette plateforme, mais on a d'autres idées qu'on testerait et on déciderait il faut voir que faire avec une plateforme massive. Et quand on regarde l'innovation comme un processus duquel on apprend tout le temps, si on commence ce trajet et on a cette conversation, elle est bien facilitée, elle est ouverte à tout le monde, alors cette composante peut commencer avant le financement ou la technologie. La technologie va se passer. Il faut savoir maintenant typiquement ce dont on aura besoin en 5 ans. Donc, on suggère une approche différente dans ce processus aussi, c'est-à-dire on répète, on développe et après cela, on comprend ce dont on a besoin en chemin et le financement peut se convertir selon la réalité. Et encore une fois, dû au fait que c'est une prévision, un processus de collaboration, les solutions, les idées de solutions pourraient changer. On pourrait développer des notions radicalement différentes par rapport à ce qu'on veut voir. Merci. Alors, la prochaine question ici est, pourriez-vous parler davantage du modèle de marketing pour contacter les clients à l'étranger? Bon, le modèle que je suggère est centralisé. Au lieu que toutes les agences essaient de faire leur propre marketing sur leurs services avant l'arrivée, c'est IRCC qui a le public saisi. Combien d'entre nous avons accès à 100% du public que nous essayons de desservir? Ben, IRCC, là, du moment où les gens sont
approuvé, les processus d'IRCC commencent, marketing des services avant l'arrivée. Alors, au lieu de le faire en ligne avec une lettre, tous les services peuvent être soutenus en ligne. Leur dire, par exemple, ah, 3 mois manque, 2 mois manque, est-ce que vous voulez ces services-là ou ces autres services? On les pousse à avoir accès aux services, par exemple. Et dans le modèle du portail, le modèle final, ils sont auto-inscrits à la plateforme. Donc, ils peuvent ne pas participer, mais encore une fois, on a une adresse courriel associée au client, des coordonnées, et ils sont auto-inscrits. Un courriel ou un message arrive disant, vous êtes inscrit au service avant l'arrivée d'IRCC parce qu'en ce moment, ils ne savent que de l'IRCC. Ils ne savent pas encore que les services d'établissement existent et ils disent, ah, l'IRCC m'a inscrit. Vous leur faites savoir que les choses vont se passer parce qu'il faut un consentement éclairé avant d'auto-inscrire quelqu'un. Donc, comme une partie du processus de demande, on leur dit, vous serez inscrit dans notre forfait de service avant l'arrivée ou n'importe le nom que vous allez donner à cela. Voilà pourquoi vous devriez les utiliser, ces services, etc. Et en ce moment, IRCC peut commencer à le faire manuellement avec davantage de messages qu'un seul à la fois. Et on a des technologies au sein du gouvernement fédéral qu'ils utilisent, qui sont disponibles pour des entités comme l'IRCC pour envoyer des millions de courriels par an ou des textos ou un jour peut-être des messages sur WhatsApp. Parfait. Alors, je pense que vous avez déjà répondu à la question. Est-ce que cela peut fonctionner avec l'auto-inscription? C'est une très bonne idée, donc merci. Oui, ça pourrait fonctionner plutôt sans auto-inscription. Mais pour réussir, ça fonctionnerait mieux avec l'auto-inscription parce qu'alors, quelqu'un voit ce que c'est et il dit, bon, je ne le veux pas, au lieu d'essayer de trouver ce qu'ils ne savent pas qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, l'auto-inscription est vraiment le pas. Au lieu de 7 à 12, vous aurez 50 à 80% des gens qui vont rester versus essayer de les aider à comprendre. C'est-à-dire, l'IRCC m'a inscrit, c'est peut-être légitime, peut-être je devrais le regarder et après je décide si je le veux ou pas. OK. L'inscription automatique, oui. Maintenant, le dédoublement, la répétition est moins efficace, euh, mais permet que beaucoup de choses se passent. Alors, comment promouvoir l'innovation quand l'argent s'en va à ces grands développements? Je pense que ce que je suggère n'est pas un modèle où l'on choisit une chose ou une autre. Nous contribuons tous à ce modèle de contenu. Alors, au lieu de répéter, on n'obtient pas seulement des efficacités, mais des précisions aussi. On crée ensemble, disons, un article de comment trouver un emploi ou écrire un CV. Donc, ce n'est pas qu'un organisme va être le seul à le faire. Il s'agit de dire, il s'agit d'un processus constant qui est en évolution constante et quelqu'un dans la Saskatchewan a la même occasion de le développer que quelqu'un dans un grand organisme à Toronto. Donc, on développe la technologie et le processus, il s'agit de la diversité, l'innovation où tout le monde peut contribuer à cela avec des processus de rédaction et d'un autre côté, quand j'extrais cette information de ce système partagé, je vais encore être en train de faire de la personnalisation parce que cette information de comment trouver de l'emploi, je dois la localiser à ma ville, mon voisinage et par exemple. Donc, c'est un processus partagé qui va des deux côtés. Quand je crée la ressource, je la mets de retour et je dis, voilà comment j'ai ajouté la localisation pour York Est. Voilà comment je l'ai ajouté pour Kitchener-Waterloo, par exemple. Et donc, ça ne tue pas les 1000 opinions. C'est plus grand dans le sens de la collaboration, mais il y a encore de l'information individuelle spéciale et de l'expertise qui rentre dans le système. Et ça n'enlève pas non plus les projets que les gens ont déjà ou ils ont développé et déjà investi dans ces systèmes. L'information leur arrivera, mais ce qui aide vraiment, c'est que
quand les organismes n'ont pas la capacité technique, tout cela sera disponible pour leurs clients aussi. Merci. Donc, la prochaine question maintenant. Est-ce que l'on doit prendre en considération la sécurité des données? C'est une priorité, bien évidemment. Il faut assurer que la sécurité des données soit aussi robuste que n'importe quel niveau d'information personnelle identifiable. Donc, ça doit être privé, sécurisé, à partir de sa conception, sans doute. Cette plateforme en ligne exigerait de la connectivité fiable, accès numérique, alphabétisation numérique. Les clients sont à l'étranger. Que pensez-vous de cette division au niveau numérique? Encore une fois, l'idée avec la plupart des services avant l'arrivée, il y en a qui sont en personne, je le sais. Donc, ça ne serait pas probablement ceci ou cela. La division numérique existe, mais je pense que quand on les contacte, on fait déjà du numérique. Alors, encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est un très bon exemple du processus prospectif où on voit, voici une partie du processus à laquelle on n'a pas encore pensé dans la vision de la plateforme numérique. Donc, il faut incorporer la réalité par où il existe des services qui sont donnés à des gens en personne. Alors, comment développer les choses vers l'inclusion numérique des gens, l'équité numérique et les former pour utiliser de la technologie, soit avant ou après arriver au Canada. On le regarde aussi dans le groupe de travail du secteur d'établissement. Si la livraison de services aura des composantes numériques dans l'avenir, ça sera un modèle hybride, pas seulement numérique. Dans ce cas-ci, on fournit surtout des services avant l'arrivée numérique. Donc, cela est fondé sur l'idée par où la grande majorité des demandeurs soumettent une demande numérique en ligne, ils ont accès aux services, mais il ne faut pas que la technologie soit la plus élevée. Par exemple, l'exemple de babycenter.com est très bon parce que cela, on l'envoie par courriel. On peut envoyer des messages par texto, par WhatsApp, à travers les dispositifs qu'on a découverts et déterminés que c'est ceux que les clients utilisent, WhatsApp, Messenger, quoi que ce soit, pour que le courant d'information soit fondé sur la technologie qu'ils utilisent. Encore une fois, on se centre aux clients. Pour qui est-ce que cela va fonctionner? Quels sont les scénarios futurs que l'on peut créer pour les gens pour lesquels cela ne va pas fonctionner? OK, merci. Alors, on a 1 ou 2 minutes seulement, donc on peut répondre à d'autres questions. Prochaine question ici concerne la présentation. D'où vient le pourcentage de 7 à 8 de conscience des nouveaux arrivants par rapport aux services d'établissement? C'est le sondage d'IRCC de 2018. Vous le trouvez dans leur site web et ailleurs. 7 à 12 c'était 7 à 12. OK, merci. Maintenant, nous avons comment travailler avec ceux qui ont peur d'apprendre de nouvelles technologies ou la résistent, surtout ceux qui sont après l'établissement, qui travaillent surtout de façon individuelle. Très important. On l'analyse à cause de l'expérience de la dernière année, un modèle de livraison hybride. Donc, imaginez-vous le courant. Avant l'arrivée, la personne a accès à des services numériques, ils arrivent, ils continuent à avoir accès à cela, mais une fois qu'ils sont physiquement au Canada, peut-être ils veulent avoir accès en personne. Donc, l'avenir des services est hybride, non seulement numérique. Donc, l'expérience, deux choses. L'expérience de la dernière année avec la COVID nous montre qu'on peut passer au numérique, mais ça ne fonctionne pas pour tous les clients et tous les travailleurs. Donc, l'avenir n'est pas soit numérique, soit en personne. C'est hybride. Il y a des choix pour les travailleurs et pour les clients. Et ceux qui ont peur d'apprendre une nouvelle technologie ou la résistent, c'est là où le développement professionnel, les changements au sein de la gestion ont lieu, on fait que les gens puissent utiliser la technologie de façon significative. On veut desservir les gens, non pas être à l'ordinateur. Alors, comment desservir les gens de meilleure façon en utilisant la technologie? Et cela vous donnerait davantage de temps pour être avec des gens qui ont besoin d'être desservis face à face ou de façon plus intensive. Donc, côté technologie, on a deux choses. D'un côté, on ne dessert que 30 à 40 des nouveaux arrivants au Canada.
c'est ce que la statistique nous dit. Si tout le monde était inscrit de façon automatique, on pourrait atteindre davantage de gens, on aurait de meilleures interventions. Mais ce n'est pas une proposition où l'on doit choisir parce que les gens arrivent à des communautés et les services face à face vont encore être pertinents et peut-être plus importants dans le cas de quelques clients. Donc, nous devons développer la compréhension de ce qu'on s'attend des nouveaux arrivants et comment développer de l'humanité dans les services, que ça soit par un moyen du numérique ou pas. Et ça dépend de ce que veut le client. Si le client veut de l'information de façon numérique, il faut l'aider. Et ce n'est pas du nouveau dans le secteur. Quand je vais à des ateliers et je dis, ben, combien d'entre vous faites des services hybrides? Il y a des gens qui lèvent la main. Combien d'entre vous parlez au téléphone avec vos clients, envoyez des textos par WhatsApp? Tout le monde lève la main. Ben, c'est du numérique, c'est de l'hybride. Vous le faites, mais avec de la technologie qui vous est commune, régulière. Donc, quand ils voient les résultats, avec les clients, on le voit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'être axé sur les clients. Quelle est la meilleure façon de desservir ce client en particulier? Et aussi, si on a un client qui se donne les services lui-même, on l'aide à le faire aussi. Merci pour l'avoir répondu, pour avoir aligné la composante hybride. C'est très bon pour nous de le prendre en considération. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions supplémentaires. Là, on demande comment pouvons-nous mieux aborder les défis et les barrières techniques continues auxquelles font face les clients, comme l'accès aux services, le streaming des vidéos, etc. Bon, voilà encore une fois la division numérique comme question. Une fois qu'on comprend complètement comment les clients ont accès aux services et quelles sont leurs capacités et leurs défis, on peut fournir l'information. Donc, cette idée est sans couture. On a d'un côté une vidéo, d'un autre côté un texto, d'un autre côté un message par WhatsApp ou un courriel. Donc, hypothétiquement, dans cette plateforme, le client décide comment obtenir l'information selon ses préférences et selon les défis techniques auxquels le client pourrait faire face. Mais il s'agit qu'ils obtiennent l'information. Merci. Donc, la prochaine question est ici. Tels que les Les gens droits et veulent les savoir des choses responsabilités. Donc, comment par rapport au faisons-nous? Canada. Eh bien, Alors, encore une fois, c'est quelque chose que nous commençons par le développement, l'explication, et nous leur expliquons, voici la loi. Cela fait partie du contenu qu'ils recevront depuis le début. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons parler en tant que secteur et ajouter, mais c'est quelque chose que nous avons déjà intégré en nous basant sur les spécificités. Évidemment, nous sommes en train de réaliser nous sommes en train d'intégrer ces aspects. Voici la loi, voici vos responsabilités, voici ce que vous devez faire. Donc, ce sont des choses qui font partie pendant tout le processus. Et les lois font partie de ce que les utilisateurs doivent savoir. Très bien, merci infiniment. Nous avons encore énormément de questions, mais étant donné le temps qui nous a été imparti pour cette présentation, nous n'allons pas pouvoir tous répondre à toutes les questions. Mais si je ne m'abuse, Marco, vous allez partager votre diapositive. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais juste répondre à cette dernière question parce que c'est une excellente question sur la réalité virtuelle. Est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle va s'intégrer dans le futur à l'expérience des nouveaux arrivants? Eh bien, oui, certainement. Il y a tellement de choses. Si vous pouvez expérimenter, qu'est-ce qui va arriver lorsque je vais arriver? Comment va être le quartier où je vais arriver? Qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez imaginer avec ce casque, vous pouvez comment certaines entreprises utilisent déjà ces casques pour faire visiter une maison, par exemple, et donner ainsi une impression, une expérience aux personnes de ce qui va avoir lieu lorsqu'elles arriveront sur place. Donc, évidemment, il faut prendre en compte les bandes passantes et la connexion, etc. Mais tout est tout à fait possible. Quels sont
et rien n'est impossible. Les deux fonctionnent en termes de technologie. Nous pouvons véritablement l'utiliser pour une meilleure expérience de nos utilisateurs. Très bien, merci. Nous avons encore de nombreuses questions que nous vous enverrons. Marco, merci beaucoup. Merci également d'avoir accepté de partager votre présentation. Cette session donc est officiellement close et nous commencerons à 13h à 13h la prochaine réunion et nous vous remercions de votre présence. Merci à tous.